Bonjour Carl Olive, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, membre de la majorité parlementaire. Le président de la République détaille, en tout cas, définit le contour d'une loi sur l'aide à mourir qui va arriver au Conseil d'État en mars, puis au Parlement à partir du mois de mai. C'était une nécessité ? Je pense qu'il faut mettre fin à une vaste hypocrisie dans ce pays. D'abord, c'est le fruit, c'est pas un claquement de doigts qui vient nous proposer une loi d'aide à mourir. C'est aussi le fruit de la Convention citoyenne, des auditions avec les familles, avec les patients, avec les aidants. Vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions quand je vous parle, Monsieur Boursier, parce que pour deux raisons. On est dans le studio Thierry Gilardi. J'ai travaillé avec Thierry Gilardi. C'est le nom que porte notre studio, oui. Oui, et avec un monsieur qui s'appelle Charles Bietri, qui est concerné, qui a la maladie de Charcot, qui a programmé malheureusement, la fin de sa vie en Suisse. Et cette nuit même, j'ai appris le décès d'un adjoint de la ville de Poissy en soins palliatifs à Notre-Dame de Rueil, qui est un établissement tout simplement exceptionnel. Donc vous voyez bien que, encore une fois, c'est un sujet qui est à la fois très sensible. Moi, je me félicite qu'on puisse échanger, partager. Oui. Je pense qu'il fallait mettre fin à la vaste hypocrisie. On a nombre malheureusement de Français qui se cachent, qui se déplacent en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique. Et de la même manière, je pense, pour l'avoir connu personnellement, je pense qu'il faut développer évidemment les soins palliatifs, les soins de confort. Oui, mais les médecins disent, si nous avançons sur ce chemin-là, il va falloir réformer le serment d'Hippocrate. Nous jurons à chaque fois que nous prêtons serment de soigner jusqu'au bout. Et là, on va nous demander d'aider à mourir. C'est absolument contre-intuitif. Monsieur Boursier, je pense très honnêtement que ce sujet, ça fait des années que nous en parlons tous, parfois en famille, secrètement. Là, on a la possibilité de le partager dans l'hémicycle, comme nous l'avons partagé avec la Convention citoyenne. Encore une fois, c'est pas le fruit du hasard. Et il s'agit d'un chemin. Il s'agit d'un chemin qui soit très précis, être majeur, faire preuve de discernement, avec des maladies qui sont incurables. Il n'y a pas de sujet, par exemple, par rapport à la maladie d'Alzheimer. Je suis vice-président de l'amitié France-Espagne. Et nous sommes rendus en Espagne, nous avons rencontré les personnes, notamment sur le droit à mourir. En Espagne, cette possibilité est donnée. Mais elle est très compliquée parce qu'entre le moment où vous allez demander de pouvoir finalement mourir, il se passe parfois plusieurs mois et malheureusement l'échéance est passée. Là, il y aurait 15 jours. Exactement, enfin 15 jours, et oui, puis un délai de prescription de 3 mois. En tout cas, la réponse serait donnée au bout de 15 jours. Le droit à mourir, la PMA pour toutes, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ce sont des mesures importantes sociétales qui vont rester du passage d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il restera surtout ça, par défaut d'autre chose? Est-ce qu'Emmanuel Macron échoue à réformer le pays comme il le voulait? Est-ce qu'il échoue à redonner un souffle économique au pays comme il l'avait promis? Monsieur Boursier, le sujet, c'est pas de faire la courte échelle ou la courte paille pour savoir si on va réussir sociétalement ou pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de répondre aux exigences des Français, répondre à la réalité du quotidien. Moi, je vais vous dire, moi, je suis heureux de voir qu'en France, on ait un taux de chômage malgré tout qui soit au plus bas historique. Je suis heureux enfin de comprendre qu'en France, il va enfin y avoir un intérêt à aller travailler plutôt que de rester. Mais est-ce que vous êtes heureux que le Rassemblement national n'ait jamais été aussi haut que depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée? Moi, je veux bien vous parler du Rassemblement national, mais encore une fois, je pense que c'est pas simplement le Front national qu'il faut pointer. C'est balayer nous autres devant notre. C'est la question que je vous pose. Non, mais je vous le dis. Moi, je suis pas pour aller flinguer, faire comme Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil, le Front national. C'est pas ça. C'est ça qui les fait monter. C'est ça qui les fait monter. Le Front National, c'est un grand prix d'éloquence à l'oral. Mais le passage à l'écrit est plus compliqué. Je l'ai vécu, moi, dans les Yvelines. On a eu un maire du Front National entre 2008 et 2014. Il est arrivé par la petite porte, il est reparti par la grande. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, ces personnes-là, il faut être factuel. Je vais vous donner juste quelques exemples, si vous me le permettez. Plan de relance européen, 40 milliards. Nous l'avons voté, ils ont voté contre. C'est ça le Rassemblement national. Je vous donne un autre exemple. Le plan d'indépendance énergétique en réduisant de 80% le gaz russe. Nous l'avons voté, ils ont voté contre. C'est facile de dire aujourd'hui le Rassemblement national. Regardez l'immigration. Madame Meloni, attendez, Madame Meloni, elle est à la tête de l'Italie. On a réduit l'immigration. Lampedusa est toujours là. On parle de monsieur. Non, mais monsieur Urban, regardez. Monsieur Olive, vous faites une liste. Non, je ne fais pas une liste. Vous faites une liste très bien. Mais les Français, regardez les intentions de vote et vous les connaissez par cœur. Ils sont 12 points devant vous dans les intentions de sondage pour les élections européennes. Pour la première fois de l'histoire, Madame Le Pen a été donnée gagnante au second tour de l'élection présidentielle de 2027. Ça, c'est ce que perçoivent les gens.
Ça, c'est ce qu'on appelle des sondages. Il faut en tenir compte. Pardonnez-moi, Monsieur Boursier, regardez les 3 élections européennes, les 3 dernières échéances européennes. Le Rassemblement national a toujours été en tête. On peut aussi remarquer qu'il y a 10 ans, le Parti socialiste était 10 points supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Oui, mais regardez la tendance européenne, Monsieur Olive. Hier, au Portugal, Chega, parti d'extrême droite, atteint 18%. Il va passer de 12 parlementaires à plus de 40. Allez jusqu'au bout de ce que vous dites, Monsieur Boursier. Il y en a partout. Que fait le centre-droit? C'est le centre-droit qui est en tête au niveau du Portugal. C'est l'effondrement total de la gauche. Moi, je ne veux pas donner du tout de leçons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la montée de l'extrême droite, c'est l'effondrement de la gauche, selon vous? Non, non, pas du tout. Je dis simplement que nous devons être beaucoup plus proches des Français et arrêter de tortiller lorsque nous n'avons pas besoin de l'Europe pour agir. Et je vous le dis, l'agriculture est un bel exemple. Je suis petit-fils de fermier éleveur en Bretagne. On ne cesse d'expliquer que lorsque vous produisez 1 litre de lait, il vous en coûte 49 centimes, vous le vendez aujourd'hui 40 centimes. C'est inadmissible. Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour ça? Ben pas vraiment. Et pourtant... Donc là, c'est à votre gouvernement que vous parlez. Mais je parle à tout le monde. Vous dites à votre gouvernement, arrêtez de tortiller. Oui, bien sûr. Mais évidemment que je dis à mon gouvernement d'arrêter de tortiller. Évidemment que je dis à mon gouvernement, arrêtons d'emmerder les agriculteurs lorsque nous n'emmerdons pas, pardonnez-moi l'expression, que nous n'ennuyons pas suffisamment les règlements aux portes de l'Europe, en Espagne, au Portugal, etc., sur des fruits comme les tomates, sur ce sujet-là. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît son dossier. Valérie Hayé, la représentante Renaissance et Renew pour les prochaines élections européennes, est fille d'agriculteur, petite-fille d'agriculteur, elle sait de quoi elle parle. C'est un premier geste. Est-ce que Raphaël Glucksmann, il va pas aller chercher les voix de ceux qui au début votaient pour Emmanuel Macron, ceux qui étaient centre-gauche par exemple? Moi, je vais juste te dire à M. Glucksmann, c'est un grand garçon, j'ai pas de conseil à lui donner, je lui dis juste qu'il regarde un petit peu le sens de l'histoire. Je préférerais, il fait ce qu'il a à faire, hein. Quand je vois justement l'effondrement de la gauche ici en Europe sur ces sujets-là, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. De 2 choses l'une, soit le parti est plus important que le pays, et il faut continuer comme cela, donc on va dans le mur en klaxonnant, et puis plus on s'y approche, plus on klaxonne, soit effectivement on est pragmatique, et puis on se met autour de la table et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à bâtir ensemble? Avec Raphaël Glucksmann. Je note simplement que la seule coalition pro-européenne de l'ensemble des candidats est bien celle que nous présentons, avec Renaissance, avec les collègues de Horizon d'Édouard Philippe, avec les collègues de Modem de M. Birou. Un tout dernier mot, vous avez évoqué le gouvernement. Gabriel Attal, c'est le patron de la majorité. Quelles sont vos relations avec lui? On entend dire beaucoup que les relations entre le Premier ministre et les élus de la majorité au Parlement sont un peu compliquées. Ah, moi je vais vous dire, j'ai fait le premier déplacement avec Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale dans les Yvelines. J'ai fait le premier déplacement de Gabriel Attal lorsqu'il a été Premier ministre. Il vous écoute suffisamment là? Moi, depuis qu'il est à Matignon? Non seulement qu'il écoute, mais je pense qu'en plus qu'il écoute pas en mono, il écoute en stéréo, voyez-vous. Et on a encore un échange aujourd'hui, notamment sur les sujets de l'éducation nationale, et ça me paraît très important. Il faut pas les monter les uns contre eux. C'est pas ça qu'attendent les Français. Les Français, de ce que vous me dites, je vais vous dire, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, non mais je vais vous le dire, c'est le pouvoir d'achat, c'est le frigo qui se remplisse, et qu'on arrête, surtout qu'on les protège. Surtout qu'on les protège. Alors justement, un tout dernier mot, Monsieur Olive. Droit et devoir. À Poissy, dans votre commune, il y a eu un tag Jésus NTM. Ça veut dire Jésus nique ta mère, disons les choses. Oui. Ça, c'est insupportable. L'enquête a avancé? Vous savez ce qui s'est passé? L'enquête avance, mais au-delà du fait que l'enquête avance, elle avance bien avec les caméras de vidéoprotection. Vous vous rendez compte? La collégiale, les paroissiens, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, à Poissy, je suis né à Poissy, je n'ai jamais vu ça sur un édifice religieux tel que la collégiale. J'ai un pincement au cœur, et c'est un crève-cœur de voir encore aujourd'hui, par exemple à Poissy, la synagogue être protégée par des militaires. Et je veux aussi dire que aujourd'hui, les actes anti-religieux, mais concernent l'ensemble des cultes. Et je le dis aussi pour mes amis musulmans, parce que c'est exactement le cas. Il n'y a pas de frontières aujourd'hui. J'en profite pour leur souhaiter un bon ramadan. Merci beaucoup, Carl Olive. Merci, M. Boursier. Merci de votre invitation.